Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Patrimoine. Smart Patrimoine, l'émission qui vous accompagne tous les jours dans la gestion de vos finances personnelles, mais qui décrypte également avec vous les actualités du monde donc de la gestion de patrimoine. Une émission tous les jours à 13h sur Bismart. Et au sommaire de cette édition, nous commencerons comme tous les vendredis avec l'art à la une, où nous vous présenterons les actualités dans le monde de l'art avec Sybille Aoudjan, journaliste spécialisée sur ces questions au sein de la rédaction de Bismart. Et on se posera ensuite la question de la création d'un fonds de dotation avec Frédéric Brière, le directeur du fonds de dotation Bredin-Prat pour l'art contemporain. Et ensuite, dans Enjeux patrimoine, nous changerons radicalement de sujet. On s'intéressera au dispositif LMNP et on portera une attention particulière au fait que c'est un dispositif encadré, que le risque de passer en LMP peut être rapide et rude d'un point de vue fiscal, le jour où l'activité peut être requalifiée. Donc pour en parler, nous aurons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine Benoît Dambre, avocat en droit fiscal chez PDGB. Bienvenue à vous tous qui nous rejoignez. Smart Patrimoine, c'est parti. Et on commence donc comme tous les vendredis avec l'art à la une, le rendez-vous qui décrypte les actualités dans le monde de l'art avec Sybille Aoudjan, journaliste spécialisée sur les questions d'art au sein de la rédaction de Bismart. Bonjour Sybille. Bonjour Nicolas. Alors on va commencer tout de suite avec un feuilleton qui nous animait déjà la semaine dernière et finalement MCH gagne du terrain, Sybille. Voilà, la sentence est tombée, c'est bel et bien Art Basel qui reprendra la main sur la foire d'art contemporain du Grand Palais en octobre prochain et donc derrière elle, c'est le groupe MCH qui en sera l'organisateur. En revanche, RX France, qui lui est derrière la FIAC et Paris Photo, gardera la foire photographique de novembre et donc l'édition Paris Photo 2022 aura bien lieu. Alors pour rappel, la RMN, qui est la société de gestion du Grand Palais, a publié un appel d'offres en décembre dernier pour l'organisation d'une foire d'art contemporain et d'une foire de photos, et ce au même créneau que la FIAC et Paris Photo qui sont habituels au Grand Palais, et donc les résultats sont tombés cette semaine. Voilà, donc c'était le monde de l'art était en ébullition depuis la publication de cet appel d'offres, et c'est donc un groupe suisse qui organisera la foire Sybille à Paris. Tout à fait, MCH est un groupe suisse qui organise Art Basel déjà à Bâle, à Hong Kong, à Miami. Et donc, certaines galeries s'inquiètent déjà de son implantation à Paris. Mais la RMN l'assure. Les groupes retenus ont fait la démonstration pour chacune des manifestations qu'ils organiseront de leur capacité à valoriser l'écosystème parisien et français de la création artistique contemporaine et notamment son volet d'émergence de nouveaux talent. Et d'ailleurs, la RMN précise que l'équipe MCH pour la foire parisienne sera basée en France. La durée de leur engagement est de 7 ans pour un budget de location estimé à 20 millions d'euros. Et donc maintenant, ce qu'on attend, c'est le nom de cette fameuse foire. Bien sûr. Et alors, le MCH ne s'arrête pas là. Il se passe des choses en dehors de France également. Tout à fait. Et effectivement, MCH a aussi acquis des participations dans une foire à Singapour. Le groupe participe en tant qu'actionnaire à hauteur de 15% à Art Events Singapour. C'est l'organisateur d'une nouvelle foire qui s'appelle Art SG, nouvelle foire d'art pour l'Asie du Sud-Est. Et donc, elle aura lieu pendant la Singapour Art Week entre le 12 et le 15 janvier 2023. Et le principal actionnaire reste UBS. Et alors, on continue maintenant avec un sujet qui m'est cher dans Smart Patrimoine, c'est les NFT. Ça faisait longtemps qu'on n'en avait pas parlé. Les ventes en France devraient être facilitées, Sybille. Oui, en fait, c'est le Conseil des ventes volontaires. Donc ça, c'est une autorité de régulation indépendante française des ventes aux enchères qui a fait le point sur ce nouveau marché des NFT. En fait, il réagit à un rapport présenté par Cyril Barthalois, un membre du Conseil secrétaire général de l'Académie des Beaux-Arts, qui a écrit un rapport qui s'intitule « Vente volontaire aux enchères publiques à l'heure des NFT ». Et donc aujourd'hui, en fait, la loi ne permet pas aux opérateurs des ventes aux enchères d'organiser en France des ventes de NFT, et tout simplement parce que ce sont des biens incorporels. Mais cela devrait être changé parce que le Conseil des ventes a émis un avis favorable pour changer cette loi, sous réserve bien sûr qu'il y ait un cadre juridique fixe des NFT. Des NFT, bien sûr. Oui. Et puis pour les NFT d'œuvres d'art, le rapport envisage d'établir un régime temporaire dérogatoire pour permettre aux maisons de vente de dès à présent opérer sur ce marché. Et donc le Conseil souhaite notamment de meilleures solutions techniques pour des ventes en toute sécurité. Elle propose même une blockchain
pour que chaque maison ait sa propre blockchain. Mais ça veut dire qu'il n'y avait jamais eu de vente aux enchères de NFT sur le sol français avant cette autorisation ? Alors, il y en a eu bien sûr qui ont eu lieu au Royaume-Uni et aux États-Unis, c'est celle dont je vous ai parlé souvent. Mais en France, il y en a eu, mais les maisons de vente ont réussi à un peu contourner la loi en vendant des NFT en même temps qu'un bien matériel. Et par exemple, il y a eu la vente chez Agut d'un SMS sous forme de NFT, qui a un peu fait l'actualité. Et en fait, il y a eu un certificat sur la blockchain de ce SMS, mais aussi la vente d'un bien corporel sous la forme d'un cadre numérique, voilà, qui présente une animation 3D montrant le moment où le téléphone mobile reçoit le premier SMS au monde. Et voilà, donc ça a été vendu pour plus de 132 000 euros. Et alors maintenant, on va parler un petit peu de réglementaire. L'Assemblée nationale a voté un projet de loi à l'unanimité pour la restitution d'œuvres d'art. Oui, tout à fait. En particulier, ce sont 15 œuvres d'art qui ont été spoliées par les nazis pendant la Seconde Guerre mondiale. Elles vont être rendues aux ayants droit des familles juives spoliées. Cette loi d'exception permet en fait de supplanter le principe d'inaliénabilité des biens du domaine public. En fait, dans les collections publiques, dans les musées, toutes les œuvres qui ont été acquises ne peuvent pas être revendues. Elles doivent rester dans les collections. Et cette loi a été validée sous les applaudissements de 97 voix. Roselyne Bachelot s'est exprimée. C'est la première fois depuis l'après-guerre que le gouvernement engage un texte permettant la restitution d'œuvres des collections publiques qui ont été spoliées pendant la Seconde Guerre mondiale ou acquises dans des conditions troubles pendant l'occupation en raison de persécutions antisémites. Et la ministre a d'ailleurs dit qu'elle était favorable à une prochaine loi cadre pour permettre d'autres restitutions. Donc on voit effectivement que la législation avance sur le sujet. Est-ce qu'on sait un peu quelles sont les œuvres concernées, des œuvres qu'on a pu voir dans les musées français ? Dans les 15 œuvres, il y a notamment un tableau de Gustav Klimt, Rosier sous les arbres, qui est conservé au musée d'Orsay. Et c'est le seul tableau du peintre autrichien qui appartenait à des collections nationales françaises. Il a été acquis en fait légalement par l'État auprès d'un marchand, mais au fur et à mesure des recherches, il a été établi qu'il appartenait à une Autrichienne, Éléonore Stiasny, qui l'a cédé lors d'une vente forcée à Vienne en 1938. Il y a aussi un tableau de Marc Chagall, Le Père, détenu par le Centre Pompidou. Et donc ce texte de loi doit être adopté définitivement désormais par le Sénat le 15 février. Merci beaucoup Sybille Aoudjan, journaliste spécialisée sur les questions d'art au sein de la rédaction de Bismart. Et on accueille ensemble Frédéric Brière. Bonjour Frédéric Brière. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. Vous êtes directeur du fonds de dotation Bredin-Pratt pour l'art contemporain. Bredin-Pratt qui n'est pas un acteur du monde de l'art puisque c'est un cabinet d'avocats et d'avocats d'affaires. Pourquoi avoir lancé un fonds de dotation ? On va essayer de comprendre ensemble comment on fait. Mais d'abord, pourquoi Bredin-Pratt s'est mis à alimenter un fonds de dotation et acquérir des œuvres ? Parce que c'est une longue histoire. D'accord. Vous savez, il y a des passions privées qui animent des hommes. Parmi celles-ci, il y avait un homme qui s'appelait Jean-François Pratt, qui était l'un des fondateurs. À l'origine, c'était Badinter Bredin Pratt. Et puis, Badinter est devenu ministre. Et puis, donc voilà, Jean-François Pratt, c'était un collectionneur né. Il a d'abord collectionné les jouets anciens, puis mais ensuite l'art de son temps. C'était dans les années 70 par là. Et le collectionneur, qu'est-ce que c'est ? C'est celui qui ne peut plus mettre sur les murs de sa maison toutes les œuvres qu'il a acquises. C'est ça le collectionneur, que ce soit dans l'art ou dans autre chose. Et donc rapidement, il a mis des œuvres à son bureau, à son cabinet d'avocat, qui était une chose petite à l'époque, et puis qui est devenu plus gros avec les OPA des années 80, avec... voilà, puisque lui est devenu l'un des cabinets moteurs, si vous voulez, sur les OPA. Et en face, il y avait Darrois, qui était le cabinet en face. Bon, pour faire plus court... sur les fonds de notation. Sur les fonds de notation, tout ça a duré une quarantaine d'années. Et puis Jean-François Pratt est mort un jour. On a fait d'abord... ces associés ont voulu faire un prix d'art contemporain. D'accord. Pour se souvenir de lui, mais qui était une chose modeste. Sa passion, c'était la peinture et la photo. Donc c'était sur la peinture. Et puis, mais les œuvres, qui étaient ses œuvres, patrimonialement, c'était les œuvres de la famille, restaient dans le cabinet. Et puis, à un moment, la famille, des années après, a décidé de vendre aux enchères la collection en un bloc, en fait. Oui. Et à ce moment-là, les associés ont dû se réfléchir et se dire, qu'est-ce qu'on fait ? En fait, nous-mêmes, on est devenus, pour beaucoup d'entre eux, sont devenus collectionneurs et ils ont des collections chez eux et aussi au cabinet.
Et qu'est-ce qu'on fait? Avec l'argent récolté ou Non, l'argent avec reste à la famille, ça n'a rien à voir. Mais qu'est-ce qu'on fait? Il n'y a plus d'œufs sur les murs. D'accord, oui. Du jour au lendemain, si j'ose dire. Enfin, c'est pas passé comme ça, évidemment. Et donc, est-ce que c'était une belle parenthèse, 40 ans de passion qui a essaimé, ou est-ce que on continue, ou est-ce que on fait autre chose, on s'intéresse au sport? Enfin, je veux dire, et c'est là où on se pose la question de créer un fonds de dotation. Alors, c'est exactement la question qui a été posée. On le fait, oui ou non? On continue, oui. Et on continue sous quelle forme? Et donc là, ça a été très simple. Tout le monde, parmi les associés, ont considéré qu'il fallait le faire à but non lucratif, donc avec un organe sans but lucratif. C'est-à-dire que c'est lui qui va collectionner, c'est lui qui va posséder la collection. Ce n'est surtout pas le cabinet d'avocats qui est une entreprise commerciale, en fait. Oui. Et donc le choix après a été celui juridique de la structure. Fondation d'entreprise ou fonds de dotation. Ça a été assez vite vu. Pourquoi? Parce que fondation d'entreprise, il y a d'abord un budget obligatoire minimum figé, pour 5 ans, je crois. Donc, c'est une souplesse en moins. Et deuxième chose, il y a des personnalités extérieures, des administrateurs indépendants dans la gestion. Dans la gestion. Fonds de dotation, vous n'avez pas de budget minimal. Donc, si une année, vous êtes un peu contraint parce que l'économie est moins bonne, parce que vous pouvez réduire, ce qui n'est pas le cas donc, d'une fondation d'entreprise. Et puis, vous avez un comité de personnalités extérieures qui conseille, mais qui est consultatif. Donc, vous êtes, en quelque sorte, les administrateurs sont ceux que se choisissent les fondateurs du fonds de dotation. Donc, en fait, c'est pour ça que ça a été fait, pour la souplesse. Et puis, le fonds de dotation, vous en avez de 2 sortes. Les fonds de dotation à capital, si j'ose dire, à dotation, justement, non consomptible, c'est-à-dire que l'argent qui vient de donations, bien sûr, des gens qui le créent ou qui donnent, doit rester là. Et ce sont les revenus qui permettent de faire les actions et de financer des causes ou d'acheter des œuvres d'art dans le cas précis. Oui. Et puis le fonds de dotation à capital, à dotation consomptible, décidément, qui lui, les dons sont directement utilisés de manière opérationnelle pour faire des actions. C'est notre cas. Nous, on est un fonds opérationnel, c'est-à-dire que nous produisons nous-mêmes nos propres actions. Le prix Jean-François Prat, qui a lieu une fois par an, qui distingue 3 artistes dans la peinture sur le plan international, 3 nouveaux, 3 personnes qui considèrent qu'ils apportent quelque chose qui n'a pas déjà été fait, soit par rapport à l'histoire de l'art, soit par rapport au rapport entre la peinture et la société. Et puis, nous faisons aussi une collection, nous construisons une collection petit à petit qui est disponible au public par Internet. Toute la collection est sur Internet ou par des visites que j'anime aussi personnellement ou par des journées portes ouvertes. Et là, à chaque fois, ce sont les associés qui font des dons? Exactement. Alors, ça marche exactement comme ça. C'est les associés à titre personnel, sur leur denier, si j'ose dire, font un don au fonds de dotation et le don est aliéné, c'est-à-dire qu'après ils ne récupèrent jamais leur argent. C'est le fonds qui, lui, avec ce budget finalement, va acquérir des œuvres, va produire le prix Jean-François Prat chaque année. Et voilà. Et donc, c'est la grosse différence peut-être avec une fondation. Ça veut dire qu'une fondation, ça aurait été de l'argent de l'entreprise, alors que là, c'est les associés finalement qui... Ça, c'est un peu lié aussi au fait que c'est un cabinet d'avocats. D'accord, oui, bien sûr. C'est une activité libérale. Oui, bien sûr. C'est une activité libérale. Donc, mais en tout cas, l'important, c'est... Dans les 2 cas, c'est à but non lucratif. C'est-à-dire que là, une fois que c'est donné, ça ne revient plus d'aucune manière dans les mains de ceux qui ont donné. Même si on fermait le fonds de dotation un jour... l'argent qu'on vendait la collection, l'argent doit être versé à la Fondation de France, par exemple. D'accord. Ou à un autre organe à but non lucratif, où les œuvres doivent être données à un musée. Mais jamais, ça ne revient jamais dans les... Voilà. C'est le principe du non lucratif, sinon... Bien sûr. Voilà. D'accord. Et pourquoi est-ce qu'on fait un fonds de dotation alors quand on est passionné, effectivement, et pourquoi est-ce qu'on le fait dans le cadre associé à une entreprise plutôt que dans un cadre 100% privé alors ?
Ah, on peut le faire. Ah oui, vous voulez dire plutôt qu'à but lucratif, c'est ça? Oui, ou non, mais comprendre le mécanisme, si d'autres qui nous écoutent veulent lancer un fonds de dotation, qu'est-ce qui anime du coup la création d'un fonds de dotation Je pense d'abord il faut avoir quelque chose de fédérateur, sans doute soit une passion, soit quelque chose qui réunit les gens. Ça, on pourrait très bien voir, et d'ailleurs je pense que ça existe, des fonds de dotation dans le sport, ça doit exister d'accord. dans tout à fait autre chose. Bon, là, il se trouve que vous avez vu l'histoire personnelle de Jean-François Prat, qui est devenue celle de ses associés, qui est devenue celle des salariés aussi, parce qu'ils sont très impliqués aussi dans ce qu'on fait. C'est celle-là. Donc il faut quelque chose de commun pour... voilà, on ne se lève pas un matin en inventant le fonds de dotation des zèbres sans rayures. Vous voyez ce que je veux dire? Un mot peut-être rapide. Il y a niveau fiscalité, quand on achète des œuvres d'art, parfois ça peut être avantageux pour les gens qui les achètent directement. Quand on passe par un fonds de dotation, là, il y a une fiscalité précise ou ça reste... Alors, donc le don est un don individuel des personnes qui financent le fonds. D'accord. Après, comme c'est à but non lucratif et que, comme je vous l'ai dit, donc ça reste le patrimoine du fonds de dotation, et même s'il est fermé, c'est soit donné à la Fondation de France. L'État offre une fiscalité aux donateurs. D'accord. En fait, c'est comme un donateur qui donnerait pour d'autres causes, des causes humanitaires ou des causes médicales. Voilà. Il obtient, si c'est à titre personnel, je ne sais plus, la déduction doit être de 60% de son don. Voilà. Mm-hmm. Mais le fonds lui-même, il est déjà à but non lucratif, donc il n'a pas spécialement de déduction. Et pour le prix, comment est-ce le seul désavantage du fonds, c'est que tout organe, d'ailleurs une association c'est pareil, une fondation d'entreprise c'est pareil, on n'a pas, puisqu'on n'a pas de chiffre d'affaires, c'est un but non lucratif, on paye la TVA. Donc on ne la compense pas. D'accord. Okay. Voilà. Et très rapidement, la question de Sybille et ensuite... Je veux juste savoir pour le prix, comment est-ce qu'on décide un peu combien on va mettre chaque année? Est-ce que là pour le coup c'est stable chaque année? Alors c'est assez stable chaque année, mais cette année par exemple on va faire une grande exposition, parce que ça fait 10 ans que ce prix existe, grande exposition aux Beaux-Arts de Paris du 24 mars au 24 avril. Une expo sur la peinture, une overview, si vous voulez, sur qu'est-ce qui se passe, quels sont les mouvements dans la peinture contemporaine à travers 10 ans de sélection d'artistes sélectionnés par le prix Jean-François Prat. Donc là, évidemment, on participe au financement, puisque c'est les Beaux-Arts qui organisent cette exposition avec nous, et on la soutient. Merci beaucoup Frédéric Brière. Je rappelle que vous êtes directeur du fonds de dotation Bredin-Prat pour l'art contemporain. Et quant à nous, on se retrouve tout de suite dans Enjeux Patrimoine. Et c'est parti pour Enjeux Patrimoine, où nous allons à présent parler du LMNP, mais aussi du LMP, deux dispositifs qui permettent de faire de la location meublée. Et on va regarder l'impact fiscal que ça peut avoir quand vous lancez. Pour cela, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine Benoît Dambre, avocat en droit fiscal chez PDGB. Bonjour Benoît Dambre. Bonjour Nicolas. Et alors, quand on veut faire du LMNP, tout le monde peut en faire, des particuliers peuvent en faire, mais il faut faire particulièrement attention parce que c'est bien encadré. Et si jamais on sort du cadre, ça peut être beaucoup plus conséquent en termes de fiscalité, Benoît. Voilà, donc il y a une nouveauté en fait qui a pris tout le monde un peu par surprise. En fait, c'est l'assujettissement aux cotisations sociales des loueurs meublés professionnels dès lors qu'ils dépassent on dépasse certains seuils, donc 1 000 € de recettes. Et que donc on exerce cette activité à titre principal. D'accord. On peut être soumis aux cotisations de sécurité sociale sur les revenus. D'accord. C'est pas un drame lorsqu'il n'y a pas de revenus, mais ça prend un certain nombre de contribuables à revers lorsqu'ils ont préparé par exemple leur retraite et qu'ils n'ont plus de revenus ou de recettes professionnelles autres que ces revenus de location meublée, donc professionnelle. Bien sûr. Et donc là, ils se retrouvent assujettis sur leurs revenus. Donc, j'achète un bien immobilier, je le mets en location meublée, je suis dans le cadre du régime LMNP, mais je ne me rends pas compte que je dépasse ce seuil que vous nous avez donné, qui est un seuil de 23 000 €, c'est ça? Alors, il y a deux conditions. Hein. Il faut qu'on dépasse le seuil de 23 000 €, et il faut par an, et il faut que ces revenus dépassent les recettes professionnelles du foyer, bien sûr, ou alors qu'on fasse de la location saisonnière pour des personnes qui n'élisent pas leur domicile dans les locaux. Donc le risque, il est là. En fait, c'est toute une population qui
de Qui clients. pourrait basculer finalement et Voilà, du c'est ça. jour au lendemain ne serait plus en LMNP mais en LMP et là d'un coup on est considéré comme un professionnel de la location et Voilà. là et donc on paye des cotisations sociales sans même l'avoir anticipé au départ puisqu'en fait il ne faut pas avoir déposé des statuts ou autre, il suffit juste de dépasser le montant ou de rentrer dans l'autre catégorie. C'est ça, on tombe dans le LMP par accident. C'est pas trop D'accord. grave, encore une fois, s'il n'y a pas de revenus, mais en cas de plus-value, c'est là, en fait, la surprise, sur la partie de la plus-value à court terme, il y a des cotisations autour de 40%, donc c'était absolument Ah oui, ça pas peut être assez prévu, donc conséquent, c'est bien sûr, assez oui. conséquent. Et puis en cas de décès également, lorsque une personne décède et donc il y a une cessation d'entreprise, lorsqu'il n'y a pas de repreneur, on dégage un résultat de cessation d'entreprise, puisque l'entreprise cesse, et là, on a les plus-values avec des cotisations. Donc c'est ça la mauvaise surprise de ce régime qui, faut-il le rappeler, reste encore avantageux. Ah bah dans la justement, plupart des j'allais cas. vous le demander. Donc effectivement, donc là on fait un petit peu peur, mais ça reste quand même avantageux de faire de la location meublée du moment qu'on sait dans quoi on s'engage quand on y va. Voilà, gérer cette anticipé, y compris en matière de fiscalité. Et donc, la location meublée non professionnelle ou professionnelle reste avantageuse par rapport à l'autre régime des revenus fonciers, puisque D'accord. depuis 2006, on n'a plus cet abattement de 14% qui était là pour prendre en compte en fait, la dépréciation de la valeur de l'immeuble. En matière de location meublée, donc non professionnelle, on a un peu le meilleur des deux mondes, D'accord. parce que pendant la durée de portage de l'investissement, on déduit l'amortissement donc sur les constructions. Mhm. En fait, en réalité, on a très très peu ou pas de revenus imposables. Et lorsque l'on cède l'immeuble, quand on est en LMNP, donc non professionnel, on dépend de la fiscalité des plus-values privées. D'accord. ok. Avec une exonération au bout de 22 ans en matière d'impôt sur le revenu et 30 ans en matière de prélèvements sociaux. Donc ce régime reste quand même très avantageux. Du moment qu'on est mais sur du long attention. terme. Parce que là, vous nous parlez de 22 ans ou 30 ans, donc il faut faire ça sur le long terme pour le coup. Absolument, absolument. C'est-à-dire qu'on n'a pas de rattrapage, comme on a en matière de fiscalité professionnelle, de l'amortissement qu'on déduit sur toute la durée de portage. En plus-value, au bout de 30 ans, on est exonéré parce qu'on reste en D'accord. plus-value privée en LMNP. D'accord. Et en LMP, on a tout un tas d'exonérations si on exerce l'activité pendant 5 ans et qu'on a moins de 90 000 euros de recettes. Donc, par exemple, hein, et donc là, effectivement, on n'a aucune imposition sur la plus-value dès lors que on a ces conditions qui sont respectées. D'accord, oui, je comprends. Ok. Donc vous allez nous dire attention, donc ça veut dire qu'effectivement ça reste avantageux, mais il faut faire attention à rester dans le cadre qu'on a défini au départ. C'est-à-dire que faire du LMP, c'est pas grave du moment qu'on sait qu'on le fait au départ et qu'on a Absolument. anticipé les coûts supplémentaires qu'on allait avoir des revenus de location. Exactement. Et donc le risque, encore une fois, c'est plus l'assujettissement aux cotisations sociales en cas de plus-value. C'est ça. ça et, s'anticipe. et de voir ces revenus grignoter très fortement, alors là même qu'on les avait prévus pour sa retraite. Si jamais on passe d'un cadre fiscal à un autre, qu'est-ce qu'on peut faire dans ces cas-là? Est-ce qu'il y a des bonnes pratiques pour encadrer cette initiative dont vous nous avez rappelé les avantages? Éviter d'abord de tomber dans la location meublée professionnelle si on anticipe des plus-values, si on D'accord. anticipe des cessions. Maintenant, si on souhaite donner, par exemple, aux enfants qui souhaitent poursuivre une activité, le régime est complètement différent. Donc, encore une fois, il n'y a pas de solution miracle dans toutes les situations. Le tout, c'est d'anticiper. D'accord. Et si on ne veut pas être soumis au régime des LMP, pour en sortir, avoir des recettes professionnelles qui excèdent celles de la location meublée, ou être en dessous du seuil de 23 000 euros, par exemple. Et ça, il faut le faire forcément en direct ou on peut passer par un intermédiaire, une entreprise qui pourrait permettre, je ne sais pas, plus de souplesse ou, sur ce type de dispositif? Alors, la location meublée, qu'elle soit professionnelle ou non professionnelle, on peut l'exercer en direct ou via une structure sociétaire, donc une D'accord. société interposée, pas n'importe laquelle, surtout pas de SCI. Sinon, on tombe, pour ce coup, dans l'impôt sur les sociétés, ce qui est une D'accord, oui. peine sans au plan fiscal en cas de plus-value. D'accord, donc là en plus on aurait et les cotisations sociales et l'impôt sur les sociétés, d'accord? Non, ce serait un régime complètement différent, mais en cas d'exercice par une société de l'activité, il ne faut pas que ce soit en SCI. D'accord, Retenons ok. au moins ça. Retenons ça. Mais on peut le faire, généralement, on le fait dans des SARL de famille. D'accord, Pourquoi? Parce que ce sont des sociétés qui sont translucides. Donc, on a le régime fiscal LMP ou LMNP si on souhaite d'accord, ok, continuer, on le garde, bien sûr. avec les plus-values privées. Et on a toute la souplesse et les avantages procurés par l'ingénierie sociétaire. Et donc, on peut distinguer la gestion de la possession, nommer un gérant. Donc, toute la souplesse qu'offre le droit des sociétés, on y a accès en réalité.
D'accord, et donc ça permet plus de facilité de gestion, plus de souplesse finalement dans l'investissement, ou c'est quoi? C'est d'un point de vue fiscal ou d'un point de vue gestion que C'est ça... d'un point de vue gestion. On D'accord. évite les affres de l'indivision, par exemple en cas de décès. D'accord, On bien exerce sûr. à titre individuel. Au décès, les enfants sont indivisaires sur le bien, ce qui est moins facile que lorsqu'on a une société qui gère le bien avec un compte bancaire Bien séparé, sûr, un bien sûr, comptable, bien sûr, etc. On a on isole les risques puisqu'on a une société à responsabilité limitée, donc ça peut paraître théorique, mais ça ne l'est pas nécessairement dans toutes les situations. D'accord. Et puis, encore une fois, on peut avoir un gérant qui n'est pas, qui ne détient pas de part. D'accord. On peut je comprends. professionnaliser la gestion, par exemple. Oui, et donc là, par exemple, effectivement, quand on va sur des patrimoines un peu plus conséquents et qui seraient du coup de fait pas forcément dans le LMNP, mais plus dans le LMP, puisqu'il y aurait une préparation de retraite avec beaucoup d'immeubles, là, on peut avoir un professionnel qui viendrait gérer au sein de la SARL familiale. Et en plus de ça, ça permettrait de faciliter la transmission le jour où il y a besoin de... Voilà, on peut faire du démembrement de propriété, on peut avoir les enfants qui sont nus propriétaires des parts, les parents usufruitiers, mais on peut avoir l'un des parents qui est gérant pour effectivement gérer le bien dans la durée. Alors, il nous reste 2 minutes. Est-ce qu'il y a d'autres choses qu'il faut absolument mentionner sur ces dispositifs ou on a un petit peu fait le tour des points d'alerte sur le sujet? Peut-être attirer l'attention sur d'autres impositions, puisque effectivement en matière d'IFI par exemple, le fait qu'on soit en location meublée professionnelle, sous certaines conditions qui là pour le coup sont un peu plus restrictives, on peut exonérer les biens de l'assiette de l'IFI. D'accord, Donc, bien sûr. Oui. c'est comme quelque chose qui peut être Alors la même avantageux. qui génère un revenu, c'est bien. Tout à fait. Ah, parce qu'ils sont que dans la c'est une société. Bien sûr, c'est une activité professionnelle. C'est une D'accord. activité professionnelle exercée en direct ou via une société, les conditions sont différentes, mais lorsque c'est une activité professionnelle qui procure plus de la moitié des revenus nets, là on n'est pas sur les recettes, on est sur les revenus, Bien sûr. sur une activité principale de l'intéressé, c'est une vraie activité professionnelle, donc elle peut bénéficier de l'exonération au titre de l'outil professionnel. D'accord, En matière je d'IFI. comprends. En revanche, et c'est peut-être la dernière précision qu'on peut apporter, en tout cas qui a été apportée par l'administration fiscale en décembre dernier, donc c'est tout à fait récent. Il y a une discussion et l'administration fiscale estime qu'on ne peut pas bénéficier du dispositif du Dutreil sur ces activités-là. Voilà. Donc, c'est pas... On ne peut pas cumuler les avantages fiscaux ou en tout cas, on ne peut pas rajouter un avantage fiscal sur le dispositif. Voilà, donc si vous voyez que vous avez des impôts avec des définitions qui sont différentes. D'accord. Impôt sur le revenu, IFI, cotisation sociale. Donc, chaque impôt a ses définitions, ses Bien seuils, sûr. etc. C'est un sujet qui est effectivement complexe, donc piégeux. Et encore une fois, ce que vous avez dit est tout à fait exact. C'est-à-dire que le piège principal, c'est de devenir assujetti aux cotisations de sécurité sociale par accident, sans l'avoir prévu, ce qui est le cas de plus en plus souvent de personnes qui ont investi dans l'immobilier en vue de préparer leur retraite et qui n'ont plus de recettes Bien sûr. professionnelles autres que celles-ci et qui donc se retrouvent soumis parce que l'amortissement, le mien a été amorti depuis 30 ans, donc les recettes sont taxables et leur retraite est amputée de ces cotisations dont le taux, on va dire, oscille entre 35 et 40% pour la généralité des gens. Donc c'est ça auquel il faut faire. Eh ben, c'est ce qu'on retiendra du coup de vos alertes. On retiendra aussi, mais on en reparlera peut-être dans une autre émission, qu'il faut faire attention à la SCI dans ce genre de cas. Vous nous avez dit qu'il ne faut surtout pas en faire. On n'a pas eu le temps d'expliquer pourquoi, mais on retient qu'il ne faut pas en faire. Merci beaucoup, Benoît Dambre. Je rappelle que vous êtes avocat en droit fiscal chez PDGB. Merci à vous également de nous avoir suivis. Et je vous donne rendez-vous lundi pour un nouveau numéro de Smart Patrimoine à 13h sur Bismart.